Bonjour à tous et bienvenue dans Daily Débrief numéro 3. L'objectif, c'est d'essayer d'analyser les faits en restant technique, en restant factuel, apolitique. Et aujourd'hui, nous allons, dans un premier temps, répondre aux questions que vous aviez suite à la vidéo d'il y a quelques jours. Ensuite, nous allons regarder l'actualité. Elle concerne notamment le groupe aéronaval que j'ai bien connu. Et ensuite, 2 vidéos à analyser, si je puis dire. Tout ça après le jingle. Laurence, on s'était quitté la dernière fois en parlant du rêve de l'Antonov 225. Je crois que tu as récupéré des images et des commentaires là-dessus, non? Oui, tout à fait. Malheureusement, l'Antonov 225 a été décapité. On a reçu beaucoup de photos de votre part. Du coup, qu'est-ce que ça engendre à T? Effectivement, on avait étudié ça la dernière fois et là, on voit clairement sur ces nouvelles images que tout l'avant a été coupé. On parlait de la dérive qui n'avait pas d'angle et vous voyez que c'est à cause de la taille du train principal qui est absolument monstrueux et toute la partie avant malheureusement est coupée. Pour répondre à ta question, je ne sais pas, même le propriétaire de l'avion ne sait pas s'il est réparable. À l'heure actuelle, sur les réseaux sociaux, ils communiquent sur Twitter, ils disent qu'il faut attendre une enquête de la part de leurs ingénieurs. Je dois quand même préciser que Antonov, qui est le fabricant de cet avion, cet aéroport qui est assez détruit, c'est l'aéroport où ils ont toutes leurs machines, tout leur équipement. Donc c'est pas juste un avion détruit, c'est également sûrement toute une infrastructure et des ingénieurs qui sont peut-être au combat et qui vont peut-être pas revenir. Donc je pense que pour répondre à ta question, c'est quasi impossible à l'heure actuelle. Il faut pas s'attendre à pouvoir l'utiliser dans un futur plus que proche, c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'il pourrait être remplacé par le Airbus Beluga? Alors c'est vrai, Laurence, que tu as l'Airbus Beluga XL, le nouveau là qui vient de sortir. Et d'ailleurs, Airbus vient d'annoncer une nouvelle compagnie qui va faire du transport de fret oversize, comme on dit, avec les XL. Il faut quand même garder en tête que la charge que pouvait prendre cet Antonov-là, l'Antonov 225, c'est à peu près 250 tonnes, et que c'est plus lourd qu'un Airbus Beluga XL à la masse maximum au décollage. Donc oui, il y a d'autres types d'aéronefs, comme l'Antonov 124, mais de là à remplacer ce monstre, c'est pas gagné. Maintenant, on va passer à la fameuse douille dans le casque pour une mission en Irak. Certains pensent que c'est une fake news. Effectivement, tu as montré ces commentaires-là. La photo peut prêter à confusion parce que vous voyez une douille à l'intérieur du casque. Cette photo, elle provient d'un musée et ils ont mis cette douille de manière à permettre aux gens, y compris aux plus jeunes, et on salue les plus jeunes d'entre vous, de manière à ce qu'ils visualisent bien que c'est par cet endroit que la balle est entrée. Et donc, c'est une petite mise en scène. Ce n'est pas effectivement la douille qui a percuté le casque, donc c'est une histoire vraie qui date de la début de la guerre du Golfe. Et si vous ne me croyez pas, croyez-moi, mon père était collègue avec le pilote à qui c'est arrivé, donc c'est la source est sûre. La source est sûre, tout à fait. Certains followers se demandent si les avions qui font un hippodrome en Pologne, qui sont visibles sur Flight Radar, c'est dangereux. Alors c'est vrai que c'est une très bonne remarque. Si n'importe qui derrière son ordinateur peut voir, même avec le smartphone, peut voir l'activité en temps réel. Et d'ailleurs, moi j'utilise Flight Radar des fois dans l'avion en tant que passager, n'importe qui peut le voir. À partir de là, il y a certains radars, certains missiles qui se guident grâce à du radar, ce qu'on appelle les missiles Fox-3, qui pourraient être utilisés, envoyés, tirés dans la zone globale où on sait que se trouvent ces avions ravitailleurs, ces avions de guerre électronique, pour faire un petit carnage. Et forcément, quand on connaît le matériel russe, on pense à certains missiles comme le R-37 qui ont cette capacité à voler et en 1994 qui ont fait plus de 300 km avant d'atteindre l'objectif. Là, tu es en train de me dire que certains peuvent tirer de l'Ukraine en fait. Effectivement, si on regarde la carte, un gros tanker qui fait des hippodromes au-dessus de la Pologne pourrait être atteint par un avion russe, par un MiG-31 qui, bien lancé à haute altitude avec beaucoup d'énergie cinétique et d'énergie potentielle de pesanteur, bien haut, bien rapide, tire son missile, celui-ci se propulse, sait à peu près dans quelle zone aller et pourrait effectivement taper un avion de la coalition, mais ça voudrait dire Troisième Guerre mondiale. C'est arrivé avec les Russes, non Oui, effectivement. Le tir à travers la frontière, comme ça, c'est ce qu'on appelle le BSA. Il faut, pour pouvoir le faire, avoir la Border Shot Authority, l'autorisation de tirer à travers un territoire. C'est exactement ce qui est arrivé aux Russes. Un Sukhoi 24 russe qui volait au-dessus de la Syrie, qui faisait de l'appui pour des gens au sol, qui allait mordre un petit peu dans le côté turc de la force,
Il y avait un F-16 turc qui surveillait son espace aérien, qui a dit « Oula, toi le Sukhoi 24 est venu chez moi ». Il a ouvert le feu alors que le Sukhoi 24 était retourné en Syrie et a abattu le Sukhoi 24. Un des 2 pilotes est décédé. Et les Russes en ont fait un film d'ailleurs récemment. Oui, mais là, tu es en train de me dire que les Russes, ils avaient traversé la frontière. C'est vrai. Et pour traverser la frontière, normalement, il faut une autorisation, ce qu'on appelle la Border Cross Authority. Il est probable que là, ils ne l'avaient pas, mais qu'ils ont fait une erreur de navigation. Et qui donne cette autorisation? Alors, la Border Cross Authority, donc l'autorisation de franchir la frontière, ou la Border Shot Authority, l'autorisation de tirer à travers la frontière, qui est également quelque chose qu'on a retrouvé entre le Pakistan et l'Inde, eh bien, ça vient normalement du politique. Le politique émet ses grandes guidelines, comme on dit, sa volonté, c'est compris par l'état-major qui va créer des règles d'engagement et qui va communiquer à l'équipage qui part en vol des règles d'engagement. Ces règles d'engagement peuvent changer en temps réel et c'est là où les avions radars, par exemple, ont une utilité. Ils vont nous dire, nouvelle règle d'engagement, vous avez le droit de traverser, vous n'avez plus le droit de traverser en temps réel. Alors maintenant, on va passer à 2 sujets d'actualité et on va commencer par l'annonce de la ministre de la Défense qui a annoncé que le groupe aéronaval allait être rapproché de l'Ukraine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, on voit sur son passage sur BFM TV et après sur le tweet de la Marine nationale que le groupe aéronaval qui était en escale jusque-là à Chypre, donc en Méditerranée, qui avant ça faisait des opérations Syrie, Irak, eh bien il va, et on cite, la MINDEF, ministre de la Défense, va partir plein nord pour pouvoir eh bien, normalement, aller faire de la CAP, combat air patrol, surveillance de l'espace aérien du côté de la Roumanie. Et d'ailleurs, on avait parlé de la Roumanie la dernière fois. Tout à fait. Et concernant l'armée de l'air? Eh ben, c'est vrai que là, on parle des avions radars de la marine, donc les fameux Hawkeye, on parle du Rafale Marine, mais il y a également l'armée de l'air et de l'espace qui, depuis le 24, apparemment, eh bien, fait des vols de longue durée, partent depuis la France avec des avions ravitailleurs et ils vont également protéger enforcer, comme on dit, faire respecter les limites de l'espace aérien de l'OTAN. Et du coup, est-ce que l'armée de la marine aura des ravitailleurs? Ça, c'est la grande question. Je suis sûr qu'il y a des grandes négociations à l'état-major en ce moment. La marine, je suis sûr, a envie de ravitailleurs. Ça lui permet d'éviter d'utiliser ses propres aéronefs pour faire ravitailleurs. Mais il y a une spécificité avec le Rafale Marine. Si vous avez suivi la chaîne depuis longtemps, vous avez sûrement vu des vidéos sur le ravitaillement en vol où je vous explique ce concept de buddy-buddy, la nounou. C'est un Rafale qui est équipé d'un pod de ravitaillement qui se transforme en station-service, qui va pouvoir sortir un tuyau souple et pouvoir transférer le pétrole à l'intérieur de ce réservoir, mais également à l'intérieur de ces réservoirs pendulaires à d'autres aéronefs. Donc, dans le cas d'une patrouille qui partirait en Roumanie, imaginons que le porte-avions est plein sud, du coup, donc du côté de la Grèce. Ils sont catapultés, on envoie l'avion radar, ensuite on envoie une patrouille de 2 Rafales, accompagnée par un 3e Rafale, qui, au bout d'une certaine distance, leur permet de refaire le plein. Comme ça, ils ont plus d'autonomie sur place. Et éventuellement, on leur envoie une petite nounou de temps en temps. Et en toute autonomie, le groupe aéronaval peut se projeter. Et il pourrait faire cela au-dessus de l'Ukraine? Il pourrait faire cela dessus de l'Ukraine, effectivement, ça serait juste quelques nautiques de plus. Il est à noter quand même que la ministre de la Défense, elle a parlé de dissuasion, de dissuader. Je vous rappelle que le porte-avions nucléaire est vecteur de la SMPA et vecteur nucléaire, fait donc partie de la force de dissuasion française, en plus des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, par exemple, ou de certains Rafales de l'armée de l'air. En restant dans la défense aérienne, l'OTAN refuse à l'Ukraine la no-fly zone. Tu pourrais nous en dire un peu plus? Effectivement, le président ukrainien fait une demande depuis plusieurs jours pour cette no-fly zone. Donc, la no-fly zone, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu ce qu'on a mis en place en Libye, ce que l'Occident avait mis en place en Libye il y a maintenant bientôt une dizaine d'années. C'est protéger l'espace aérien, protéger la 3e dimension, empêcher n'importe qui de se mettre en œuvre dans la 3e dimension. Donc concrètement, ça serait envoyer des Rafales, envoyer des F-16, envoyer tout ce qui traîne, de manière à empêcher les avions russes de décoller, les hélicoptères russes de décoller, les avions de guerre électronique russes de décoller. Ça a été refusé par l'OTAN et je pense que vous comprenez pourquoi. Comment est-ce que l'on fait pour empêcher un avion russe de rentrer dans le territoire ukrainien s'il a envie d'y aller? Vous allez être obligé d'ouvrir le feu. Et donc, à partir de là, il y a un énorme risque d'escalade. À noter, mais je pense qu'on pourra en parler dans une autre vidéo parce que c'est un vrai sujet en soi. Généralement, quand l'Occident fait une no-fly zone, en profit de troupes au sol, on l'a vu en Libye, on ne fait pas que protéger l'espace aérien, on a aussi tendance quand même, comme ça a été le cas en Libye, à aider des troupes au sol.
Maintenant, on va passer à 2 vidéos et on va commencer par cette vidéo où on voit un Sukhoi 27 qui a été détruit soi-disant par l'armée ukrainienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, cette vidéo est sortie très tôt dans le conflit, ça serait à Kiev apparemment. On entend clairement un avion, un gros avion à basse altitude, qui a ses réacteurs pas à pleine puissance, je dirais qu'il est dans les 300 nœuds, pas forcément très rapide, mais à basse altitude. Et peu de temps après, on voit cette énorme explosion, sachant que d'autres vidéos ont suivi et vous voyez derrière des images qui apparemment seraient liées. Encore une fois, il faut prendre plus que des pincettes avec les réseaux sociaux, où il y aurait une éjection de la part du pilote. Donc ça serait un Sukhoi 27 ukrainien, mais à l'heure actuelle, on peut essayer d'analyser. Pourquoi est-ce que ça serait un avion ukrainien? Alors, c'est dur à dire. Il y a des images des réseaux sociaux, là, il fait nuit, vous vous en doutez bien, on voit pas grand-chose. Le point qui crédibilise cette approche, c'est qu'il soit apparemment tout seul. Quand on entend la trajectoire, on entend un seul avion. Or, on sait que normalement, des avions de combat, ils volent à plusieurs. Après, ça, c'est une approche plutôt occidentale, mais même des images qu'on a vues des Russes, ils sont souvent à plusieurs. Donc, le fait qu'ils soient tout seuls isolés, c'est peut-être que les Ukrainiens ont réussi à faire décoller un avion et il est isolé. Est-ce que pour un opérateur, c'est facile de savoir sur quoi il tire, justement? Pour un opérateur de système solaire, c'est très difficile. Dans ce cas-là, voilà, Twitter pense que c'est un S300, ce qui est possible. En tout cas, l'altitude pourrait correspondre, même si c'est un petit peu bas. C'est très difficile. Les exemples, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est quoi? C'est l'avion d'Ukrainian International Airlines qui décolle d'Iran, qui s'est fait abattre au décollage. Il a été confondu avec un missile de croisière. Vous avez les Ukrainiens, apparemment les séparatistes, mais on ne sait pas vraiment, qui ont détruit le MH17. Et vous avez l'armée ukrainienne régulière qui, il y a quelques années, a abattu un avion de ligne qui avait rien demandé à personne au-dessus de la mer Noire dans une grosse erreur de manipulation lors d'un exercice. Donc c'est très difficile pour des opérateurs de savoir sur quoi ils tirent. Normalement, ils vont utiliser des radars de surveillance pour se faire une bonne représentation de ce qui se passe et des interrogateurs IFF. L'interrogateur IFF, l'IFF c'est le transpondeur militaire, ça vous permet d'interroger sur certains modes, d'une certaine manière, des petites boîtes à l'intérieur des avions de combat. Si c'est vos amis, ils vous renvoient le bon code. Si c'est pas vos amis, ils vous renvoient un autre code ou pas de code du tout. Et là, vous vous dites, là, c'est peut-être un adversaire. Et ça demande de la formation. C'est pas quelque chose de facile. Surtout que, à basse altitude, la fenêtre de tir, elle est très courte. Pour l'opérateur, il faut aller vite. Et maintenant, on va passer à cette dernière vidéo assez étonnante de l'Economic Times, un très grand journal en anglais, où on entend une sirène et on voit des avions de chasse russes en basse altitude. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors cette vidéo, elle a fait le buzz. On parle quand même de 1,18 million d'abonnés sur cette chaîne YouTube, un magazine qui est très réputé normalement. Encore une fois, voilà, prenez des pincettes, on entend les sirènes. Pour être crédible, on voit tous ces avions passer, c'est un défilé. Regardez la formation, les Anglais appellent cette formation parade, ça veut tout dire. On va pas au combat avec des avions de chasse qui sont comme ça les uns à côté des autres, ça ressemble plus à la patrouille de France qu'à la guerre. Et pour ce qui est de prendre son avion radar ou ces gros avions bombardiers stratégiques à ces altitudes-là, c'est un non-sens, c'est une aberration tactique. Donc cette image, elle a été débunkée déjà sur Internet, elle ne provient pas du tout des combats, même s'il y a plus d'1 million de personnes qui ont été sensibilisées à tort, j'ai envie de dire. Donc je pense que c'est un petit peu notre raison d'être, essayer de vous permettre de prendre du recul, très important, prendre du recul par rapport aux informations que vous pouvez entendre sur Internet, que vous pouvez voir aujourd'hui plus que jamais. Et n'hésitez pas à nous envoyer les vidéos que vous voyez, les questions que vous avez, et on se dit à la prochaine fois. À très bientôt. Allez, fly safe.